Ouais, merci François pour tous ces bons souvenirs, hein. Moi, ça va être un peu moins sexy. Il y a moins de photos. On va parler un peu de fric. Et c'est pas si simple que ça. Non. J'ai volontairement pas trop développé l'organisation parce que, bah, au vu des topos précédents, j'avais peur de faire des redites. Donc, on va faire un petit peu d'organisation et puis surtout du financement, voir comment ça se passe en France, en Europe et en Amérique du Nord pour essayer de voir si nous, on pourrait s'améliorer un petit peu. Donc, en quelques mots, l'organisation des UMAC, bah, sur les papiers, les derniers papiers, la tendance globale, c'est fini les équipes à 15 personnes où on voyait les photos dans les premières publications, on ne voyait même pas le patient. La tendance, c'est de réduire les équipes. Donc ça, c'est un papier que je vais citer plusieurs fois de l'équipe de Karolinska qui est de 2019, qui a repris un peu sur comment fonctionnent les UMAC dans le monde, avec beaucoup de données très intéressantes, et dont ce tableau qui le demandait qui part. Et donc, on voit que ça reste encore variable, hein. Il y a des équipes comme, pardon, hop, je vais juste prendre mon pointeur. Ça ne marche pas, c'est pas grave. Des équipes comme les Italiens et les Belges qui partent quand même encore à 9, hein, avec 3 à 4 infirmières, ou 3 à 4 perfusionnistes même, pardon. Et puis, en bas, des équipes américaines qui partent à 2. C'est-à-dire qu'il y a un perfusionniste, une infirmière, et basta, c'est parti. Euh, Ce qui est assez intéressant aussi dans ce papier, c'est qu'on voit qu'il y a quand même certaines équipes, toujours la même, ils partent sans médecin, pardon, sans médecin, sans chirurgien. Donc, j'ai pas réussi à trouver des informations sur qui annulait du coup, si c'était l'équipe demandeuse, mais je trouvais ça assez surprenant. L'autre chose, et ça on a déjà vu le papier sur le premier topo, l'équipe marseillaise, c'est qu'il y a plein de papiers maintenant parlent de l'organisation, comment ça marche. Donc, il y a le papier des Marseillais qui avait ce tableau qui est très intéressant avec chaque étape de l'UMAC, avec un leadership désigné et avec des missions précises. Et donc, ça, c'est quelque chose de majeur. Nous, dans le papier qu'on a publié il n'y a pas longtemps, il y avait aussi le même genre d'organisation. Et les Coréens aussi ont publié il y a un peu plus longtemps leur mode de fonctionnement avec un coordinateur central qui n'était pas vraiment dans les soins, mais qui venait avec l'équipe et qui allait gérer le perfusionniste, l'intensiviste, et qui donnait un peu le timing de chaque action. Et tous les ordres lui revenaient et lui devait donner toutes les informations pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc c'est vraiment une des choses qui apparaît de plus en plus avec moins de personnes, des missions très précises pour chaque personne, avec un team leader, finalement, comme dans l'arrêt cardiaque, hein, un team leader de cette UMAC. Euh, un autre point un petit peu douloureux des UMAC, et on en a parlé aussi au début, c'est il faut une liste de garde, parce que si on veut pouvoir partir sur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il faut une liste de garde. C'est pas, on ne peut pas le faire partout, c'est pas faisable partout. Donc Marseille et Karolinska en Suède en ont une. La Pitié et l'équipe de Rome en ont volontairement pas, n'ont pas de liste de garde officielle. Nous, à Trousseau, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'y avait pas de liste de garde. C'était un peu tous les soirs, en fait, toi, tu peux partir. Non, je ne peux pas, j'ai apéro. Donc, ce qu'on a fait depuis septembre, c'est pas une liste officielle qui est transmise à l'administration, mais on pose nos noms sur les 3 mois qui suivent et on sait que il y a à peu près 90% des jours qui vont être couverts et ces jours-là, une seule personne doit garder son téléphone allumé, toutes les autres peuvent éteindre leur téléphone et ça permet euh, déjà de soulager la charge mentale et surtout d'avoir une organisation plus rapide. On l'a vu là récemment sur des UMAC la nuit. On a eu des appels à 3 heures du matin qui sont les plus longs, organisés, les plus compliqués à faire partir. Et finalement, on avait un interlocuteur direct et c'est des départs qui sont faits en moins d'une heure, ce qui n'est pas du tout habituel normalement la nuit. L'autre avantage de cette liste de garde, c'est qu'on est tous confrontés à la culpabilité en cas de refus et de mort. C'est un peu le pouce en haut, le pouce en bas. L'enfant, il a une indication. Si on n'y va pas, il décède. Personne ne peut y aller. C'est quelque chose qui est assez culpabilisant pour les équipes, que ce soit médical, chirurgical et paramédical. Donc, d'avoir une liste de garde officielle ou officieuse permet un peu outrepasser tout ça. Donc, maintenant que j'ai fini mon côté organisation, je vais me pencher un peu plus sur le financement, puisque j'aime beaucoup ça, et puis c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Euh, En France, quelques petites considérations administratives rapides. L'équipe, comment est-ce qu'elle est rémunérée? Alors, les infirmières,
c'est simple, hein, si elles partent sur leur jour de travail habituel et leurs heures de travail, il n'y a aucune rémunération supplémentaire en lien avec cette activité. Et elles sont payées en heures supplémentaires si elles vont partir en dehors de leur planning standard. Le réanimateur et le chirurgien, c'est pareil, hein, si on part en journée et qu'on rentre à des heures ouvrables, il n'y a aucune rémunération supplémentaire. Et si on part hors de ces heures ouvrées, c'est payé comme une garde, quelle que soit la durée. C'est-à-dire qu'on parte 2 heures ou 19 heures comme notre corps malheureux, c'est 237 euros. La rémunération du séjour d'un patient qui a été implanté en UMAC est ramenée dans le service. Il n'y a pour l'instant aucune compensation financière supplémentaire. Donc, je vais en reparler un petit peu plus tard, mais le transport est complètement occulté de la rémunération. Alors ça, c'était une diapo que j'ai prise sur une présentation que j'ai faite à la Martinique, je me demande. C'était ce que c'est la technique idéale, la santé du portefeuille. Et donc, c'est pour ça que ce diapo a quand même tout un intérêt, c'est que c'est très, très coûteux. C'est-à-dire qu'une pompe, si on veut monter une équipe du MAC, il faut une pompe, c'est 30 à 40 000 euros moyenne. Alors là, entre guillemets, grâce au Covid, les prix ont beaucoup baissé, donc on peut avoir des pompes pour 20 à 25 000 euros. Les sacs de transport, 4 000 euros, si on veut valider sa pompe. C'est-à-dire que c'est Caroline Ska qui m'avait donné ces informations, c'est que la CardioHelp est validée pour les transports aéronautiques commerciaux, mais eux, ils font beaucoup de transports avec des avions militaires et il fallait faire valider chaque pompe dans les avions militaires. Et le coût, c'était 10 000 euros par pompe. Il y a une équipe américaine qui s'était penchée sur le coût des cartes du MAC et de l'ensemble du matériel et on voit que ça monte très vite. Hein. On est à 120 000, voire 220 000 dollars pour juste l'équipement. Donc on voit que si on veut monter une équipe, déjà rien que monter une équipe, ça coûte 200 000 euros facilement. Alors, qui paye c'est extrêmement variable en fonction des pays, des continents. Donc là, on revient sur le papier de Lars Broman, qui avait fait quelque chose d'hyper intéressant. On voit la variabilité entre les pays, par exemple. La Suède et l'Italie, ça va être le système de santé national qui va prendre en charge l'intégralité du transport. Avec la limite près, alors c'est un tout petit peu petit, mais vous savez que Karolinska part très loin, va à l'étranger. Donc si c'est un patient à l'étranger, ce sera l'assurance privée du patient qui devra prendre en charge le transport. En Allemagne, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que les coûts liés au transport sont partiellement pris en charge par le système d'assurance nationale et le reste par le système d'assurance privée, sachant que c'est des coûts qui sont fixes, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont une grille de prix. Ils partent à moins de 500 km, ça coûte tant, plus de 500 km, ça coûte tant, etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aux États-Unis, ça marche bien évidemment pas du tout pareil, et c'est assez simple. Ann Arbor, dans le Michigan, et B, l'UMAX est pris en charge par une assurance privée. Depuis peu de temps, par exemple, le système de santé Medicare, mais dans la majorité des cas, c'est l'assurance privée du patient qui doit signer le devis avant que l'unité parte. Il y a aussi l'exemple du Japon qui était où c'est encore autre chose, c'est le coût du transport va être partagé entre le gouvernement et l'hôpital demandeur. À partir de tout ça, et dans le cadre de notre DAU, M. Damien Duvet, qui est le cadre du service, avait fait un peu des études de coûts pour savoir si l'UMAX était rentable, même si on se doutait de la réponse, et puis surtout avoir une idée de vraiment combien ça coûte en vrai. Donc, il a fait une simulation sur une défaillance respiratoire réfractaire d'un enfant à 100 km de Paris, ce qui est à peu près la moyenne des patients qu'on implante, et il a tout calculé. Donc, il a pris en compte le personnel, donc personnel médical, un pédiatre et un chirurgien, avec une durée moyenne du MAC de 10 heures. Le personnel non médical, donc pareil, une infirmière pendant 10 heures. Le coût du transport en SAMU, le coût du transport avec l'hélicoptère de la sécurité civile, le coût des dispositifs médicaux, donc 250 euros par canule environ, une moyenne de 2 000 euros pour les circuits, un oxygénateur en moyenne à 1 000 euros, et tous les raccords, connecteurs, etc. n'ont pas pu être intégrés parce que c'est devenu très complexe. Il a aussi pris en compte le coût des produits sanguins, des sédations analgésiques utilisées pour ce transport. Ce qu'il n'a pas fait, parce que ça devenait très complexe, c'est le coût finalement de l'usure de la pompe, des respirateurs, des matériaux de monitoring et des pousses sanguines électriques.
Le fait est qu'avec tout ça, il a fait une belle addition et qui montrait que le coût d'un transport, c'était en moyenne 16 000 euros. C'était assez intéressant parce que nous, on n'avait aucune notion précise de combien ça coûtait. Et donc, la question qui suit, c'est qui paye? Et ben, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai refait ma petite enquête. Aux États-Unis, c'est assez simple, hein, malheureusement et assez triste, c'est que c'est l'assurance privée qui doit valider le devis avant le départ. Et si l'assurance privée refuse, il va falloir que le médecin justifie que le patient va être, entre gros guillemets, rentable pour son hôpital sur le long terme. Ce qui implique qu'il y a peu d'UMAC inter-État parce qu'on ne va pas aller chercher un patient très loin parce que finalement, il ne va pas être suivi dans notre hôpital après. Hop. Il ne va pas être suivi dans notre hôpital plus tard, donc il ne va pas rapporter d'argent. En Europe, c'est globalement calqué sur ce qui se passe chez nous aussi. Karolinska, il n'y a pareil, aucun financement dédié à l'activité du MAC. Et ils ont réussi à faire prendre en charge les coûts du transport, donc le véhicule et le staff, par l'hôpital demandeur. Et tout ce qui est matériel et coûts d'hospitalisation, ça va être facturé au patient une fois rapatrié sur Karolinska. Et si le patient n'est pas rapatrié sur le site, ce qui est aussi ce qui se passe chez nous, c'est offert. Hein, on ne sera pas, entre guillemets, remboursé du matériel utilisé. Et c'est pareil, la même chose à Rome. Donc, si on conclut, chez nous, donc pas de financement dédié au transport. Le coût du transport SAMU, donc, que le camion, il va être facturé à l'hôpital demandeur. Le coût du transport héliporté, il va être facturé à la société civile. Donc, c'est nous tous qui allons payer les transports. Et tout ce qui est matériel et coût d'hospitalisation, c'est facturé au patient uniquement s'il est rapatrié sur le site. Donc, quand on va chercher un patient et qu'on le dépose à Necker parce que c'est une cardiopathie congénitale, par exemple, c'est un transport entre guillemets gratuit pour nous. L'idée, et on en a parlé déjà à plusieurs reprises, c'est de mettre en place des conventions interhospitalières pour essayer de partager les frais. Mais là, on rentre dans les méandres de l'administration et c'est très long, très complexe et pour l'instant, on n'a pas réussi. Alors, comment est-ce qu'on finance son UMAC? Finalement, pour financer son UMAC, il va falloir bien valoriser son activité d'ECMO, finalement. Il y a trois moyens de gagner un peu d'argent. La T2A, les MIGAC, donc les missions d'intérêt général d'aide à la contractualisation, et les mairies, qui sont des missions d'enseignement, de recherche et de référence et d'innovation. Donc, c'est assez complexe. Je me suis un tout petit peu penché dedans pour essayer de vous expliquer ce que c'était. La T2A, on connaît malheureusement tous, donc c'est la codification à l'acte. Elle est très incomplète parce que les ECMO-VA, c'est bien codé. Chez le nouveau-né, ECMO-VA, ECMO-VV, c'est bien codé. Il y a pour l'instant, sauf si ça a changé récemment, aucun code pour l'ECMO véno-veineuse pédiatrique. Donc, ce qui est embêtant, par exemple, pour nous, dans notre centre, c'est 70% de nos ECMO. Donc, il n'y a pas de code T2A dédié. Ce qui est assez embêtant, ça fait déjà une perte financière importante. Et donc, c'est là où il faut solliciter les MIGAC. Donc, c'est des financements qui sont spécifiques à des missions qui sont assurées par des établissements de santé. Ce sont des missions qui sont dites indispensables pour améliorer directement l'état de santé. En pratique, ça recouvre des activités spécifiques et bien identifiées. Il y a une liste. Hein. Il y a des problèmes sur ma vidéo, je vois que ça... Non, Non, donc, ça passe. donc C'est c'est bon, parce c'est que je bon. vois des mises à jour comme quoi on réactive ma vidéo. J'espère que ça marche bien. Oui, oui, Ouais. ça marche très bien. D'accord, pardon. Et donc, ça a mis en place des activités, ça fait financer pardon, des activités spécifiques qui sont bien identifiées et qui ne sont pas financées par la T2A. Donc, pour les ECMO véno-veineuses, par exemple pédiatriques, on se sert beaucoup des MIGAC. Sachant que pardon, la MIGAC, ça va être au prorata du nombre d'activités, autant dire qu'un centre pédiatrique a moins de financement qu'un centre adulte, malheureusement. Et donc, l'autre financement qui est intégré dans le MIGAC, c'est les financements mairie, qui sont des missions d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation, surligner cette partie-là, qui ont des dotations budgétaires dédiées. Et voilà, ces financements sont répartis en fonction d'indicateurs de résultats ou de moyens. Donc, ça veut un peu tout et rien dire. L'ECMO, l'UMAC, elle peut être prise en charge, partiellement financée par les mairies parce qu'elle rentre dans la partie rouge que je vais souligner. C'est une activité de soins expérimentale ou non couverte par les nomenclatures ou les tarifs. Donc, on est là aussi en plein dedans.
Donc, c'est le troisième levier pour essayer de récupérer un petit peu d'argent. Voilà, donc en conclusion, j'espère que je n'ai pas été trop rébarbatif avec ces problématiques financières, mais en point de vue d'organisation, l'objectif, c'est de simplifier les UMAC pour clarifier les messages qui passent et éviter les mauvaises communications. Et le grand souci, comme j'ai essayé de vous le souligner, c'est qu'il n'y a pour l'instant pas de financement dédié à cet aspect mobile de l'ECMO. Et l'objectif de chaque centre, hein, c'est de se rattraper une fois que le patient est sur site. Et malheureusement, l'UMAC, on s'en doutait, hein, ce n'est pas une activité rentable, surtout si on ne dépose pas le patient dans son centre. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que vous avez des questions pas trop complexes en termes de finances. Ce n'est quand même pas mon domaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Jérôme. Pierre-Louis ou Stéphane, un commentaire ou une question? Merci, Jérôme, c'était très clair. C'est effectivement un aspect qui est pas très peut-être sexy, mais qui est vraiment fondamental. On en a déjà parlé sur un club ECMO il y a quelques temps quand on avait parlé du MAC. Et on en revient à ce point-là, c'est qui finance, comment on finance cette dépense. Et si on met en perspective ce qu'a présenté François tout à l'heure sur la simulation, là aussi, il y a des besoins de simulation, il y a besoin de formation. Et on est dans une activité d'exception et en plus qui coûte de l'argent. Donc, on est loin du compte. Et alors, j'ai une question pour toi, une question pour Philippe, parce que c'est aux vieux parfois qu'il faut poser des questions sur l'organisation globale. Jérôme, la question c'est, est-ce que toi, tu as vu des moyens de financer justement toute l'activité qui était, enfin, toute la partie simulation qui semble vraiment un élément, à mon sens, vraiment fondamental avec toute la formation. Est-ce que tu as vu des choses là-dessus? Et pour Philippe, la question, c'était pour les financements. On avait parlé à un moment du club ECMO, que ça soit une société savante et que peut-être par ce biais-là, on ait la possibilité de faire remonter des choses au ministère. Est-ce que tu as, de ton point de vue, est-ce que tu as des choses nouvelles là-dessus? Est-ce que tu penses qu'il y a des avancées? Parce que, comme l'a dit Jérôme aussi, l'UMAC, c'est surtout des volumes d'activité chez l'adulte. Est-ce que les adultes, ils sont déjà en train de réfléchir à ça, sur tous ces patients qui ne sont pas codés? Et est-ce qu'on peut s'engouffrer dans cette brèche-là? Comment tu vois les choses? Alors moi, je réponds là pour cette partie. Oui, on en avait discuté et à une époque, on voulait vraiment faire bouger les choses. C'était après le topo fait par Bernard Kretman à Tours, où justement il avait parlé de façon très détaillée des financements. Et dans la suite, on s'était dit il faut qu'on contacte les autorités de santé, la DGOS à l'époque. Et on avait envoyé un courrier, on a contacté des gens et comme dans d'autres domaines, on n'a eu strictement aucune réponse, rien du tout. Il y a d'autres domaines sur lesquels j'ai lancé aussi des demandes pour des ATU, pour des produits particuliers qui ne sont pas du tout connus, qui sont fantômes en pédiatrie et ça pose des problèmes. Et c'est bizarre, on envoie des dossiers complets en expliquant bien les tenants et les aboutissants, les risques aussi de rester dans ces situations floues. Personne ne répond. Et c'est un peu terrible parce que jusqu'au jour où il y aura une catastrophe, là, à ce moment-là, tout le monde va s'agiter. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer? De recommencer. Je pense qu'il faut finalement arriver à faire du harcèlement auprès des autorités de santé pour qu'ils prennent en compte cette problématique. Mais avec le petit bémol que là, on est en train de chercher un financement, on est en train de chercher des remboursements d'activités. Donc, j'ai l'impression que ça ne va pas vraiment les activer, hein, ces remboursements. Le souvenir que j'ai dans notre pratique à Bordeaux, lorsqu'on a démarré l'UMAC, avec un directeur d'hôpital qui découvrait ce que ça coûtait. Et moi, j'avais mis les cartes sur table avec lui en lui disant, malheureusement, on ne peut rien sortir de ça. Dans la réglementation, dans la T2A, il n'y a rien qui va pouvoir expliquer ce financement-là. Et lui, il avait parfaitement compris. Alors, ce n'est pas le cas de tous les directeurs, mais alors lui, il avait parfaitement compris. Il avait dit, on vous suivra parce qu'en effet, c'est un vrai rôle de santé publique. Si on a des noyés à Arcachon, si on a des patients qui ont des problèmes à Pau ou à Bayonne, on ne peut pas ne pas y aller. Donc, il avait pris sur lui de faire en sorte que cette activité soit couverte. Voilà. Alors, c'est un petit peu dommage. Ça sera administratif par administratif. Mais en effet, le club ECMO devrait avoir une représentativité plus forte et continuer
En effet, on va reprendre. Après, on ne sait pas, tu as tout à fait raison, Philippe, parce que les différentes administrations, les différents financiers, je ne sais pas s'ils vont chercher les sous auprès des budgets qui sont alloués au niveau du ministère, notamment sur le dispositif mairie et ces choses-là. Donc, ça, c'est. Voilà, je vais. Comment? Et le MIGAC, ce qu'on avait parlé avec Bernard Kretman. Je ne sais pas s'il est encore là. D'ailleurs, si, justement, je vais laisser la parole à Bernard qui va intervenir parce qu'il y avait aussi pas mal bûché sur la question du financement. Bernard. Oui, merci Nadir et merci pour toutes ces présentations de cet après-midi. Hein, c'est un vrai plaisir. Sur le problème financier, deux commentaires. Un qui est purement technique. Les MIGAC et les mairies sont des dispositifs qui ont été mis en place au moment de la mise en place du financement à la T2A, en grande partie pour atténuer le choc, en quelque sorte, de la suppression du budget global, en voyant bien que le simple financement par les financements de séjour ne suffiraient pas pour simplement assurer un équilibre financier pour l'ensemble des hôpitaux, qu'ils soient CH ou CHU. Ils étaient destinés à disparaître, et notamment la partie dont on parle là, qui est ce qu'on appelle les dépenses de recours exceptionnelles, le financement de ces dépenses de recours exceptionnelles, qui d'ailleurs ne concerne pas l'UMAC, concerne l'assistance extracorporelle, notamment avec deux chapitres, notamment chez le nouveau-né, mais avec c'était destiné à disparaître. Il y avait une mission qui avait été d'ailleurs gérée par Roland Cache et Olivier Véran. Il me semble qu'Olivier Véran, c'est un nom qui nous parle maintenant, qui avait conclu que justement ces financements, notamment les dépenses de recours exceptionnelles, c'était une mesure très temporaire et qu'il fallait remplacer ça par autre chose. Pour l'instant, l'autre chose n'est pas arrivée, à ma connaissance en tout cas. Et deuxième chose, beaucoup plus optimiste en quelque sorte, c'est la présentation qu'on vient de voir, elle parle des dépenses, mais il ne faut pas oublier non plus les gains. Quand on va parler d'une prise en charge, qu'elle soit pour l'amélioration de l'environnement, si on fait des grosses dépenses pour mettre des filtres sur les moteurs de voiture ou sur les cheminées industrielles, on fait gagner de l'argent en termes de qualité de vie, en termes de longueur de vie et en termes de population. Or ça se chiffre. Hein. Un gain de santé, c'est un gain pour la population. Les patients qui ont été sauvés à La Réunion, à Mayotte ou aux Antilles, c'est des patients qui sont rentables. Le simple fait qu'ils existent et que toutes les fois qu'ils achètent quelque chose, ils payent 20% de TVA, ils sont rentables pour le système. Donc, toute action a son côté positif et on peut le chiffrer. On en avait parlé à l'époque, hein, vous vous rappelez peut-être, en termes de ce qu'on appelle le QALY ou le DALY, quelle est la valeur d'une vie et qu'est-ce que ça apporte de sauver une vie. Et enfin, dernière chose, si on fait un dossier pour demander à ce que les choses soient prises en charge, il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas comparer un patient qu'on a cannulé à rien. Si ce patient n'avait pas été cannulé, il aurait coûté, et il aurait même probablement, c'est le principe de l'étude César, etc., il aurait peut-être coûté plus. Si par exemple on ventile 2 fois plus longtemps un nouveau-né en SDRA que si on le cannule et qu'on l'extube plus vite, on fait des économies aussi. Et c'est tout ça qu'il faut mettre en valeur dans un dossier de demande de prise en charge spécifique. Et c'est déjà ce qu'on avait dit à l'époque, c'est vraiment indispensable. Et de même manière, pour revenir sur la partie précédente de l'intervention, mais ça vous le savez parce que je m'occupe un petit peu du dossier de La Réunion, une façon dont on peut présenter les choses aussi, c'est qu'il est complètement anormal que plus de 2 millions de Français ne puissent pas bénéficier du même niveau de soins et de sécurité des soins que les autres. La France doit se donner… Si la France veut que les territoires d'outre-mer soient français, eh bien, il faut bien que la France mette à niveau le soin qu'il assure aux Français dans ces territoires d'outre-mer. Hein, et c'est toute
c'est toute la logique du programme de développement de la chirurgie cardiaque pédiatrique à La Réunion, mais ça s'applique à tous les autres domaines du soin, et notamment les domaines de l'assistance extracorporelle. Le fait que, malgré tous les efforts qu'on fait et pour toutes les raisons qui ont été exposées, on n'arrive pas à obtenir les mêmes résultats en assistance extracorporelle pédiatrique si on est en Antilles-Guyane ou si on est dans l'océan Indien ou si on est à 50 mètres de trousseau, c'est un échec du système français. C'est comme ça qu'il faut le présenter. Il ne faut pas le tolérer. Merci beaucoup, Bernard. Merci beaucoup. Sébastien, tu voulais intervenir peut-être? Renaud, je crois. Ouais, ben on est exactement dans les UMAC adultes avec les mêmes réflexions. La structuration, elle se fait spontanément par les réseaux de cliniciens d'un hôpital à l'autre avec la crise Covid. Il y a des dossiers qui sont déposés. Bon, c'est sûr qu'on est plus le nez dans le guidon plutôt que dans la création de conventions et de réseaux. Enfin, il y a des choses qui ont été déposées par notre chef de file là, en Languedoc, qui est Philippe Godard. Et on espère bien présenter l'addition après la crise Covid. On a quand même pas mal bossé. Mais pour l'instant, ça se fait plutôt par la base, quoi, la structuration. C'est qui couvre qui aide qui, et comment se répartit le boulot, et surtout la répartition géographique. Mais on est exactement dans la même réflexion, et la question de qui paye et comment se fait payer, ben, on n'a pas plus progressé que vous. Hein. En attendant, il faut continuer à soigner les gens. Ben oui. C'est ça le problème. Vas-y, Renaud. Non, mais ce que dit Bernard est criant de vérité, mais c'est vrai que qu'à Mayotte, on a l'impression qu'on part de très, 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 très loin. On n'a pas de neurochirurgie, pas de coronarographie, pas de chirurgien thoracique, pas de chirurgien vasculaire, pas de neurologue, toutes les spécialités, on les a pas. Donc on part, c'est vrai que quand j'entends Bernard dire on n'a pas les mêmes chances en habitant à Mayotte ou en Outre-mer qu'en métropole. Ici, en tout cas, c'est criant de vérité, quoi. Donc, tout est à construire, mais on y va doucement, mais sûrement. C'est vrai, Renaud, mais tout ce que tu as dit au début, c'est-à-dire on n'a pas de coronarographie, on n'a pas de neurochirurgie, etc., ça, à la limite, ce n'est pas le problème du club ECMO, mais on peut considérer que c'est un argument supplémentaire pour avoir un système d'ECMO et d'Evacen fluide qui peut permettre à tous les patients d'avoir les mêmes chances, entre guillemets. On sait bien que ça ne va pas se faire en un jour, mais avoir une mise en place d'assistance et de transfert plus rapide, ça rétablit un peu les chances, en quelque sorte. Et il y a aussi on a l'avion sanitaire. On a l'avion sanitaire et ça, c'est grâce au Covid. Merci Covid. Merci. Oui, pour revenir à ce qu'a dit Pierre-Louis tout à l'heure dans les stratégies et pour rebondir sur les propos de Bernard, ce qui nous manque en France, c'est des études médico-économiques sur l'intérêt de l'ECMO. Parce que si on doit proposer un argumentaire aux autorités de santé, là aussi, on le sait, il faut des documents extrêmement solides, il faut des études bien faites. Et dans le mode médico-économique sur l'ECMO pédiatrique, personnellement, je n'ai pas vu grand-chose comme étude récente là-dessus. Peut-être vous, mais moi, je ne vois pas. Et encore moins sur l'UMAC. Donc, il faudrait peut-être là aussi qu'on réfléchisse à faire un registre. J'aime bien les registres, moi. Non, mais il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à recenser un peu ce qui existe, l'existant, et voir sous quelle forme on pourrait construire quelque chose. Des articles qui ont été publiés, mais il y a fort longtemps, je me rappelle m'être intéressé à ce problème. Je crois que c'est dans Chest, oui. Où en fait, ils évaluaient le coût de patients en fonction de spécialité. Et l'idée globalement du papier, c'était de montrer que finalement le recours à l'ECMO n'était pas une dépense médicale majeure. Et le fait est, c'est que les patients qui coûtent très cher à l'hôpital ne sont pas les patients sous assistance, ce sont les malades d'hémato et de très très loin. Alors c'est un article qui date un petit peu, je ne sais pas si c'est toujours vrai,
mais ça m'avait frappé à ce moment-là. Et du coup, j'avais compris à ce moment-là que… Oui, là, on voit bien que la donne a changé récemment puisque les papiers faits chez l'adulte sur l'intérêt de l'ECMO dans le choc cardiogénique versus les traitements conventionnels, hein, il y en a qui viennent de sortir tout récemment. Pour les premières fois, on montre l'intérêt majeur du recours à l'ECMO, ce qui n'était pas le cas, n'est-ce pas, Sébastien, il y a quelques années. Donc, je pense que pour l'ECMO pédiatrique, on doit être à peu près dans le même style d'évolution et ça vaudrait peut-être le coup d'essayer de voir si c'est exploitable, ces données. Faut-il encore les rassembler? Oui, Ouais, pas besoin d'un gros registre, hein, Philippe. Une année de vie gagnée, c'est 150 000 € à peu près. C'est ça. Donc, une ECMO pédiatrique avec 50% de survie, c'est simple, hein, ça va très très vite. Hein. Il suffit de faire une étude à la limite. Si l'ensemble des gens présents et connectés là, du club ECMO disent on va faire le bilan de 2015 à 2020, le bilan des 5 années avec juste l'âge, les chiffres et la survie, on a déjà un bilan économique et je vous garantis qu'il sera positif. Hein. Oui. On peut imaginer faire un groupe de travail, n'est-ce pas? Absolument. Non, excellent. Excellente idée, parce qu'en résumé, quand on voit les différents chiffres des différents centres, il y a à peu près 70% de survie sur de la défaillance aiguë sur des enfants, sur de la pédiatrie, avec une espérance de vie derrière qui est toute la vie finalement. Donc, en termes de rentabilité, comme dit Bernard, sur le nombre d'années de vie gagnées, ça ne peut être que positif, au fait, en effet. Donc, oui, l'idée du registre… Philippe, c'est une très bonne idée. Et toi, comme tu es le spécialiste des registres, donc ça te donne encore un à mettre en place. Pour un retraité, c'est une bonne occupation. Mais sinon, j'ai trouvé, je fais virtual regatta, c'est pas mal non plus. Hein. C'est combien? Je suis 42 000. Ah, pas mal. Pas mal. Ah, je suis arrivé à 8 000, mais j'ai perdu un peu. Bon, on va conclure, les amis. Oui, merci à tous les intervenants. Enfin, voilà, c'est toujours très, très, très passionnant. Merci vraiment à tous. Je laisse le mot aussi à mes modérateurs si vous voulez dire un petit mot. Et puis, on te laisse, Philippe, à toi, le mot de la conclusion à la fin. Et on te remercie encore une fois de tous les efforts que tu fais pour nous réunir et organiser tout ça. Et c'est un énorme boulot. Et sans toi, ceci n'existerait pas. Encore 1000 fois merci. Ouais. Pierre-Louis, Stéphane. Je retiens l'idée que l'année prochaine, il y aura Arcotova Outre-mer avec des super sessions de simulation. Honnêtement, j'ai trouvé ça très impressionnant et je pense que ça vaut vraiment le coup d'organiser ça, soit en faisant une Evasan et en amenant tous ces gens d'Outre-mer en métropole, ou en faisant une Eva, je sais pas quoi, une Eva Arcotova pour aller en Outre-mer et profiter de leur expérience qui, je trouve, est tout simplement ahurissante. Et je pense qu'en webinar, ça sera moins pertinent. Surtout pour le punch, c'est pas pareil. Ouais, j'allais dire, l'odeur du rhum, on l'a pas. Non, moi, je me joins à vous. Je pense que ce club ECMO était encore un succès avec des présentations de très haute qualité. Super. Puis vraiment, moi, j'ai appris beaucoup sur ça et je rejoins ce que tu disais aussi, Nadir. Je pense qu'à un moment donné, on sent qu'on est des enfants gâtés en métropole et qu'on a des moyens qu'il faut effectivement homogénéiser sur l'ensemble du territoire. C'est indispensable. On ne peut pas laisser des territoires d'outre-mer être comme ça laissés sans moyens que nous, on a à disposition facilement ici. Donc, voilà. Merci à tous les orateurs. Bon, merci à tous. C'était vraiment très bien et très agréable de tous vous retrouver. Et les topos étaient géniaux dans le timing à peu près. On a un petit peu débordé, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Et puis, dès qu'on pourra se retrouver, le prochain club ECMO en présentiel, ça sera à Bordeaux parce qu'on a un investissement à la CCI. Alors, on veut garder quand même et pas perdre d'argent. Donc, ça sera forcément à Bordeaux, l'endroit que vous connaissez bien. Après, on verra pour les suivants, hein, à Nantes et ailleurs, quoi, on verra. Et puis, vous pourrez retrouver le replay du club ECMO très vite. Dès demain, je pense, sur arcotova.com. Voilà. Eh bien, bonne soirée à tous. Et puis merci à tous. Merci. Super. À très vite. À bientôt. Salut. Bisous à tous.